Accord. Accord. Corps. Corps à corps. Alors, pour notre corps à corps, je vous propose une arme d'instruction massive. C'est ce livre Éducation minimum, écrit par Arnaud Florac et Romée de Saint-Céran. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Clémence. Et merci d'être ici. Alors Arnaud Florac, vous êtes chroniqueur à Boulevard Voltaire, La Furia et l'Incorrect. Que des ouvrages peu recommandables, n'est-ce pas? Et co-auteur du livre Éducation minimum, donc celui dont on parle. Romée de Saint-Céran, dessinateur de presse pour La Furia, également l'Incorrect Conflit, et pour les croquis sartoriaux. Et évidemment, donc, vous avez fait dessiner, illustrer Éducation minimum, ce livre dont on va parler immédiatement, aux éditions Magnus, je le précise. Alors voilà, hier, dans mon introduction, j'étais désolée parce que je disais notre actualité est assez sombre. Et c'est vrai qu'elle est sombre et c'est vrai que nous, tous les jours, nous commentons malheureusement une forme de déliquescence, une agression violente de notre société, une guerre civilisationnelle, enfin tout ce que vous voudrez. Et voilà, au moins, dans ce conflit, dans cette ambiance, on va dire, négative, et bien voilà, deux personnes qui se sont réunies pour apporter quelque chose justement aux jeunes, pour leur apporter une forme d'espoir, pour leur apporter du contenu. Et bien c'est ce livre où et je vais vous lire un peu leur présentation. Votre famille vous a laissé un peu trop longtemps devant la télé. L'école vous a appris l'antiracisme mais pas l'orthographe. Votre horizon ne dépasse pas les bornes de la zone commerciale. L'histoire de France vous semble sans relief. La culture générale sans intérêt et l'avenir sans espérance. Eh bien, ce n'est pas grave ni surprenant, c'est même tout à fait normal. Le vrai problème, c'est d'en être satisfait. Vous n'avez pas les refs, comme on dit, vous sentez confusément que le monde ne se résume pas aux infos partielles, à la musique de merde ou à l'oubli général de ce que nous sommes. C'est une excellente analyse, bienvenue à bord. Et maintenant, vous n'êtes pas obligé d'attacher vos ceintures ni d'écraser vos cigarettes, il vous est juste conseillé de vous accrocher un peu tout de même et de lire, pourquoi pas, Éducation minimum. J'ai trouvé cette présentation très amusante et c'est vrai que ce livre est très très sympathique. En fait, vous prenez des chapitres que vous avez choisi, je ne sais pas trop comment d'ailleurs. Arbitrairement. Oui, c'est ça, complètement arbitrairement. Alors, on parle de Brigitte Bardot, d'Audiard, des Trois Mousquetaires, de Paul Morand, de Desproges, de Meffray, du début du bordel, pourquoi pas. Mais ça vous permet, avec votre analyse, avec un style très sympathique aussi, très vulgarisant, entre guillemets, pour parler de choses un peu sérieuses tout de même, ça permet d'apporter aussi un fond de connaissances. Surtout, ici, vous abordez, j'imagine que vous vous adressez plutôt aux jeunes, hein, c'est ça? Oui, il y a une volonté de notre part, de s'adresser principalement à la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui a besoin d'éducation, théoriquement. Oui. On pourrait commencer un peu plus haut, mais bon. On pourrait étendre cette Commençons définition. par le jeune fruit. Oui. Et donc vous avez décidé de sauver entre guillemets cette jeunesse. En fait, là, vous adressez plutôt à ceux qui ont déjà envie en fait d'être réveillés, de changer les choses, de peut-être qui sont déjà en opposition avec notre société, mais qui ne savent pas trop comment faire ou qui ne savent pas trop où aller. Exactement. Je pense qu'il y a dans la jeunesse, quelles que soient les limites qu'on lui donne, beaucoup plus de gens qui ont envie de se réveiller ou de se révolter qu'on ne croit. Et je pense que ce livre, en tout cas c'était son objet, je pense que ce livre donne les clés, les références culturelles qu'on a la chance, avec Romée, avec d'autres, d'avoir reçues à des gens qui, du fait de la chute progressive de tous les corps intermédiaires, la famille, l'école, l'église, n'ont absolument rien reçu. Et encore une fois, c'est pas de leur faute et c'est pas grave. Oui, c'est assez sympa, en fait. Vous le dites à un moment donné, vous dites c'est pas de votre faute, vous n'y êtes pour rien. En gros, c'est la société. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que je pense que beaucoup ont une forme de honte aussi et ont peut-être cette frontière qui les bloque et qui les empêche. On voit sur les plateaux télé, tout le monde a soi-disant des références, mais après on peut parler des références qui se donnent sur les plateaux télé justement ou ailleurs, hein. C'est souvent des références pipeaux en fait, derrière si on creuse un peu. La plupart des références de plateaux télé sont des références notre génération a prises en terminale générale. Et aujourd'hui, il suffit de ça pour passer pour quelqu'un de brillant. Donc c'est une forme de honte qui est pas du tout légitime de la part de la jeunesse. Et il suffit de lire des bouquins pendant 5-6 mois pour être au niveau de n'importe qui. Ouais. Et donc de lire Éducation minimum.
de commencer par l'éducation numérique. Ouais. Oui, c'est ça, commencer, puis ensuite, vous avez mis une petite bibliographie derrière avec les livres. Vous pourriez peut-être faire ça d'ailleurs après. Enfin, en tout cas, voilà, vous parlez de tout et j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur certains chapitres, lesquels peut-être sont pour vous les plus parlants, puisque vraiment vous abordez tout, dont avec un petit peu d'humour, chien et chat. J'ai dit Pax mes frères. Enfin, je me dis, mais ils se sont vraiment marrés, quoi. En tout cas, vous êtes fait plaisir. Et nous aussi, parce que c'est très agréable à la lecture. Et je pense que c'est vraiment à mettre entre les mains de tous les jeunes, justement, qui doivent d'ailleurs nous écouter, puisqu'ici nous sommes un média assez moderne d'une certaine façon, parce qu'on est sur YouTube, etc. Donc toutes ces personnes-là qui veulent aujourd'hui, qui veulent se réveiller, qui sentent que quelque chose ne tourne pas rond, eh bien vous leur donnez ces références. Mais je sais pas, donnez-moi peut-être votre chapitre préféré. Je commence. Moi, de mon côté, je recommanderais, Remède Saint-Céran, je recommanderais au lecteur qui prend ce livre soit de l'ouvrir et de façon aléatoire prendre l'article qui lui sera offert, soit s'il décide d'être d'y aller de façon plus méthodique. Moi, l'article qui m'a le plus touché, et je le dis d'autant plus librement que je ne suis qu'illustrateur, c'est l'article sur la tendresse. Oui, c'est vrai. Un article sur la tendresse écrit par Arnaud, qui est à mon sens, alors je m'adresse du coup aux jeunes hommes, mais les jeunes filles peuvent le lire, qui est une leçon de virilité. Donc je recommande de commencer par cet article comme ouverture, parce que je pense que c'est l'article qui donne peut-être le ton du bouquin. Oui, le ton du bouquin et de l'esprit qu'on veut insuffler. Et dans le même genre, il y en a un, je crois que vous parlez de la religion catholique. Plusieurs fois. Oui, vous avez un chapitre religion catholique. Un ou deux, Pourquoi faire Catholique français, pourquoi faire. Oui. Et c'est pareil, alors c'est pas la tendresse, je crois que c'est la charité, vous dites, je vais essayer de le retrouver. Et c'est pareil, c'est très touchant. En fait, vous dites, certes, il y a les églises, il y a tout ça, il y a l'universalisme dont on nous parle tous les jours, mais en fait, on sait même plus ce que c'est. Mais derrière, peut-être le fondement, enfin le cœur de tout ça, c'est la charité. Et c'est pareil, c'est très touchant enfin, c'est pas seulement une énumération de nombre d'églises qu'on doit respecter. Il y a quelque chose de profond derrière. Je pense que le fait d'être capable de se laisser toucher par les choses qui sont belles, douces, tendres, est quelque chose qui est fondamentalement de droite. Voilà, désolé de planter le débat en termes de gauche-droite, mais quelque chose qui est en tout cas fondamentalement réactionnaire. Et je pense que la tendresse et la miséricorde, en ça, sont des valeurs qui s'opposent à la bienveillance et à l'empathie, qui sont des ficelles managériales de manipulation. Et pourquoi vous pensez? Parce que justement, enfin, on connaît la célèbre phrase, vous l'avez mis là d'ailleurs peut-être, vous n'avez pas l'apanage du cœur. Pourquoi en vrai, la droite aurait l'apanage du cœur? Et puis deuxième question en une, est-ce qu'on peut vraiment encore penser en droite et en gauche? Alors, je vais commencer par la première, par la deuxième question. Okay. Est-ce qu'on peut vraiment penser en termes de droite et gauche? Probablement pas, si on considère que les catégories de gauche et droite sont celles des années 70-80 jusque dans les années 2000, c'est-à-dire avec une gauche humanitaire, anticapitaliste, et une droite telle que la gauche se l'imagine, c'est-à-dire une droite de winner d'école de commerce. Donc effectivement, dans ces cas-là, ces catégories sont probablement pas pertinentes. Si on considère que la gauche et la droite promènent chacune, et c'est ce que je pense, un paysage mental, un paysage esthétique, un ensemble de références, et c'est le cas d'éducation minimum en cela qui est un paysage de droite. En fait, c'est ça, vous voulez être le tissu culturel, on va dire, de la droite, enfin ce que vous appelez la droite. Une toute petite partie, en fait, on n'a aucune prétention à cataloguer, à rendre encyclopédique. Non, mais justement, c'est ça qui est intéressant, ce qu'on disait, c'est pas un catalogue où vous nous assénez tout ce qu'il faut qu'on connaisse par cœur, etc. On tire des fils, on ouvre des portes. Ce sont vraiment des ouvertures de portes. C'est des ouvertures de portes. Certains lecteurs seront touchés par tel chapitre, d'autres pas du tout. Et c'est très bien ainsi. Oui, et c'est vrai que, pardon, je reviens juste sur la lecture, le mode de lecture en ouverture de porte, c'est vraiment ça, je trouve. On s'assoit, on est là, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. On prend un chapitre, puis on ferme, et puis on en reprend un autre à un autre moment. Alors, c'est aussi la raison pour laquelle, je répondrai ensuite à votre question sur le monopole du cœur. Trois questions. On part dans un esprit d'escalier. Je répondrai ensuite à votre question. Je commence par ça. Oui, il y a vraiment des ouvertures de porte, raison pour laquelle il n'y a pas de bibliographie. Pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, il ne faut absolument pas que ce soit quelque chose de scolaire. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles les jeunes sont tétanisés par la culture générale, c'est justement parce que c'est un ensemble de références, de bibliographies, de livres à acquérir, etc., qui rappellent un peu
les listes de lecture des profs du début de l'année. Il faut surtout pas que ça soit comme ça. Il faut que ça soit plaisant, il faut que ça soit ludique, il faut que ça soit un voyage dont on décide soi-même les étapes. Alors ludique, ça l'est dans l'écriture et justement dans l'illustration. Ça, malheureusement, l'illustration, on va faire apparaître ici à l'image des motifs, mais on va surtout les mettre après à l'écran pour que vous voyez bien. Je suis sûr que la majorité de vos auditeurs se le sont déjà procurés ou vont se précipiter de le faire, donc ils pourront le découvrir. Exactement. Donc un rappel. Exactement, ce sera un rappel. Mais c'est vrai que c'est ludique et je trouve en effet ces illustrations très sympathiques, avec un côté aussi léger, joyeux. Merci. Qui fait du bien, tout comme votre écriture. Finalement, c'est là où vous allez assez bien ensemble d'ailleurs. On peut dire que c'est un livre feel good. Oui, en quelque sorte. Mais là, vous cassez le. Ouais, je réponds à votre question sur le monopole du cœur qui me semble très importante. Je pense qu'il faut pas tourner autour du pot. Oui, la droite a le monopole du cœur, c'est certain. Parce que la droite défend une civilisation de la personne. La bienveillance, l'empathie sont des notions intransitives qui ne s'incarnent pas vis-à-vis des gens. On a de la tendresse ou de la miséricorde pour quelqu'un parce que c'est cette personne et pas une autre. Et en ça c'est éminemment de droite. Oui, c'est aussi assez chrétien en fait. Tendre la main à son prochain, c'est son prochain, on le voit, il est là. C'est une personne. Oui, exactement. Et c'est pas un absolu non humain, un abstrait qui flotte. Oui. D'accord. Et sur la deuxième question, alors attendez, on avait dit la droite. Là. Je crois qu'on a répondu aux deux. Vous m'aviez dit monopole du cœur et vous m'aviez dit les catégories gauche et droite sont-elles pertinentes? Oui. Je voulais revenir là-dessus. Je pense que oui, si on parle de paysage mental, si on parle d'univers esthétique. Oui, alors justement, pour les jeunes d'aujourd'hui, puisque vous vous adressez à eux par ce livre, moi j'ai l'impression, pour en avoir fréquenté quelques-uns, dont certains qui travaillent dans ces équipes, que finalement tout ça a été bien explosé, qu'on est parti sur des schémas radicalement différents et qu'on est sur un schéma d'ailleurs complètement éclaté qu'eux-mêmes ne sauraient peut-être pas forcément se définir. On voit juste qu'il y a beaucoup moins de frontières qu'avant entre une gauche, une droite, etc. On voit qu'il y a certaines choses qui sont pour eux importantes, certaines choses qui les choquent, et peut-être aussi une difficulté à trouver ce tissu ou cette couverture qui les draperait dans une communauté, dans une famille. Ouais. Oui. Je pense que c'est important. Encore une fois, je pense que les catégories de gauche et droite sont très fluctuantes. Je ne sais pas si un militant de droite d'aujourd'hui aurait grand-chose à dire à un partisan de la duchesse de Berry. En fait, tout ça est très mobile. Et la chose qui rassemble cette famille, le fil qui tient cette généalogie ensemble, c'est l'ensemble des références. Voilà, c'est l'histoire commune, c'est les références communes, la façon d'aborder certains grands moments de l'histoire de France, les livres fondateurs. Donc on peut parler des Trois Mousquetaires par exemple. Oui. Je crois que c'est Denis Tillinac qui disait que lire les Trois Mousquetaires quand on était enfant, c'était une des premières briques d'une éducation de droite. Je pense que c'est très vrai. Après on est foutu. Non, après on n'est pas foutu. Mais voilà, en fait, s'il y a quelque chose qui permet de se définir comme étant de droite, c'est la continuité de cet univers esthétique. Cet univers qui conditionne un univers moral. Oui. On va rester sur l'univers esthétique, justement. C'était un des sujets que je voulais aborder avec vous, puisque finalement, Romet de Saint-Cyran, non seulement vous avez pu illustrer, faire une très belle couverture également de ce livre, Merci. Mais également, on le voit, vous êtes dessinateur de presse pour pas mal de journaux, magazines que j'ai cités, donc La Furia, L'Incorrect, Conflit, que des amis de la maison. Et finalement, on se dit qu'il y a encore une petite place pour l'illustration. On a l'impression qu'à un moment donné, c'était le tout à l'économie, toujours moins de place pour justement pour une forme d'esthétisme, pour une forme même de poésie. Allons-y carrément. Finalement, vous pensez qu'il y a un petit retour vers cette recherche, même on le voit dans la recherche qualitative du papier parfois qui revient. Je pense qu'il y a alors je suis juge et partie forcément en la matière en tant qu'illustrateur de presse. Oui, mais justement, vous pouvez aussi être victime d'une forme de mise à l'économie, on va dire des non essentiels, comme disait Emmanuel Macron. Alors pour rester sur la presse papier, qui est le sujet qui nous occupe, ou l'édition, je pense qu'au contraire, de nombreux rédacteurs en chef ou patrons de presse se sont rendus compte qu'on ne pourrait pas concurrencer Internet ou les réseaux sociaux sur l'instantanéité, sur la rapidité, sur le niveau de diffusion, et donc du coup qu'il fallait avoir des modèles économiques différents, proposer autre chose, proposer de la valeur différemment. Je pense à mon modeste niveau que le dessin de presse fait partie de cette proposition de valeur, parce que ça permet de donner à un article un éclairage différent, une vision, d'aérer déjà, ne serait-ce que physiquement la lecture, d'aérer la lecture. Et puis oui, on essaye en tout cas, en tant que dessinateur de presse, de donner un éclairage sur une thématique, de mettre en perspective un sujet. Et
Et ça, je pense que pour l'instant, en tout cas, c'est quelque chose qui est apprécié par les lecteurs. Enfin, on a des retours positifs, en tout cas. Donc, Mais vous sentez un regain, par exemple, peut-être au début de votre carrière de dessinateur de presse et aujourd'hui, peut-être un nouvel engouement vers l'illustration? À mon niveau, oui, puisque mon activité se développe. Donc oui, j'ai l'impression. C'est... Oui, je pense que c'est une activité qui apporte de la valeur. Alors, on sait qu'il y a des grands titres qui ont renoncé à leur dessin de presse quotidien. Après... Alors que c'est tout l'inverse, par exemple, de la Furia, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une revue illustrée, en fait. C'est une revue illustrée. On a la grande chance d'avoir un directeur artistique, donc, qui est Marceau, qu'on salue, qui a une sensibilité, évidemment... Qui est lui-même qui est lui-même dessinateur. Auteur de BD, oui. Et qui a une vraie sensibilité sur la question et une vraie ouverture. C'est-à-dire qu'il n'a pas souhaité que la Furia soit son bébé. Enfin, c'est son bébé, évidemment, mais il a souhaité avoir différents crayons, différents styles. Et donc, du coup, j'ai eu la chance et le privilège de collaborer avec lui et ses équipes. Donc, si on parle de la Furia, parce que finalement, c'est un peu représentatif. D'ailleurs, je vous ai quand même bien dans l'esprit la Furia ici, Éducation Minimum, parce que même dans le style, dans la patte, parfois j'ai l'impression de dire du Papacito. Alors, c'est un peu plus sensible, un peu plus. Mais Papacito qui parle du Moyen-Âge, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire, il parle à des jeunes avec des mots un peu parfois, voilà, pas vulgaires, mais un peu modernes, on va dire. Mais bon, il y a un petit fond de tendresse un peu plus touchant chez vous. On se rejoint probablement dans une sorte de vulgarisation. Oui. C'est drôle que vous mentionniez la Furia. Bon, effectivement, les éditions Magnus, c'est Laura Magnier qui nous a fait nous rencontrer. Moi, quand j'avais commencé à écrire pour la Furia, Romain a été choisi pour illustrer mes articles. On se connaissait pas, l'entente a été immédiate parce que les dessins et les articles matchaient très bien. Matchaient bien, ouais. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que je trouve que votre style va très bien avec votre dessin. Ça a été un coup de génie de la part de Laura et Marceau, on peut le dire. Hein. On ne se connaissait pas mutuellement et c'est vrai que ça a directement accroché. Le style, l'illustration va bien avec le style, avec la patte. Et oui, donc pour revenir sur la Furia, c'est justement ce défi-là, encore une fois, de toucher des jeunes qui ressentent quelque chose, une forme de malaise. J'ai souvent parlé avec Papacito, par exemple, qui expliquait que il y avait beaucoup de gens qui venaient le voir, ou Laurent Berson qui allait le voir, et en disant mais merci, heureusement que vous êtes là, vous êtes notre soupape en fait, on a besoin de vous pour souffler, etc. Et pour mieux nous sentir. Et finalement, c'est comme ça aussi que je perçois votre livre aujourd'hui, Éducation Minimum. C'est-à-dire que d'abord, vous apportez quelque chose, certainement, mais il y a aussi ce côté, un souffle, un sourire, mais un souffle aussi pour une jeunesse qui se sent pas forcément très bien. Il y a vraiment cette idée c'est ce que je dis sur la 4e de couverture, bienvenue dans la famille. On vit dans une société qui est très atomisée, dans laquelle, je l'ai dit, tous les corps intermédiaires ont failli, à commencer par la famille. Et il y a très peu de raisons de s'agréger à une communauté. Oui. Et je conçois que pour la jeunesse, ça soit très difficile. Et je conçois que des gens comme Papacito jouent un rôle dans une espèce de fédération virtuelle de tous ces gens qui savent pas forcément à quoi se raccrocher, qui sentent confusément à quelle famille ils appartiennent. Et je pense que c'est notre rôle, parce que nous, on a une dette de gratitude envers nos parents, certains de nos profs, nos maîtres en général. Et c'est notre rôle que de transmettre ce qu'on a reçu. Ouais, c'est intéressant que vous parliez bien de la faillite de la famille, parce qu'on parle très souvent, d'ailleurs on en parle beaucoup ici, de la faillite de l'école. Ça, c'est un échec certain qui ne va pas s'arranger dans les prochaines années. Mais la famille également. Et même quand on est dans une famille dite justement de droite ou bien insérée, bourgeoise, etc. Mais ça n'aide pas forcément. C'est pas forcément ceux-là qui vont être plus aidés après. Il y a eu une vraie rupture de la transmission. C'est un peu facile de taper sur les boomers, mais c'est une réalité. Il y a eu un refus de transmettre. Non, mais c'est une réalité. Il y a eu un refus de transmettre général, un renoncement à plein de choses, à plein de codes, à plein de transmissions. Et c'est vrai qu'on se rend compte avec le lectorat de Furia, avec vos auditeurs, avec plein de choses, qu'il y a une génération qui est demandeuse en fait. Alors, pas forcément d'aller reproduire, même si on voit les gens s'habiller en Peaky Blender et c'est rigolo, mais pas forcément d'aller reproduire le style des années 20 ou des années 30, Horoscope référence, surtout pas. Mais en revanche, voilà, les gens cherchent à s'inscrire dans une continuité qui a été rompue. Ça, c'est plutôt factuel. Mais elle a été rompue volontairement, vous pensez, ou ces personnes-là n'avaient peut-être pas non plus les références, peut-être que... Enfin, comment ce fossé s'est créé ? Alors, ces personnes-là avaient les références, elles avaient tout reçu. Et je pense que peut-être que c'est inconscient et c'est dicté par l'époque. Il y a un article dans le livre sur
le test de 67, qui est un test qu'on peut appliquer à tous les aspects de la vie en se posant la question de savoir si est-ce que ça aurait été bien sérieux en 67, est-ce que j'aurais pas eu l'air d'un con, est-ce que j'aurais pas ressemblé à rien. Je pense que c'est vraiment ça en fait, ces gens ont tout reçu jusque dans les années, jusqu'au milieu, fin des 30 Glorieuses, et inconsciemment ou consciemment, ils ont oublié ou refusé de transmettre. Voilà. Oui. En fait, c'est une génération qui a grandi dans une forme de croissance économique déjà, dans une forme d'opulence, de paix aussi, ce qui était unique et historique au niveau de l'Europe en tout cas, et qui a tenu ça pour acquis. Et qui du coup s'est décidé qu'il n'était pas forcément nécessaire de transmettre puisqu'on vivait dans la paix, puisqu'on vivait dans la croissance, puisqu'on avait des sous, du boulot, la paix effectivement. Ils ont tenu tout ça pour acquis et donc du coup, forme d'affadissement, je pense, général, plus besoin de transmettre. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il y a un petit peu moins de croissance, un petit peu moins de paix, et ça va pas forcément aller dans le bon sens. Et avec toute une génération, voilà, de lecteurs, qui sont demandeurs, en fait, d'aller puiser dans leurs racines, non pas pour aller imiter ce qui se faisait au 19e siècle, au début du 20e siècle, mais pour trouver les ressources, pour construire ce dont on aura besoin au 21e siècle. Est-ce que vous considérez que finalement c'est une génération qui a fait le deuil après la Seconde Guerre mondiale du politique en se disant plus jamais ça, ce politique est violent, etc. Et qui s'est jeté dans les bras de l'économique en fait, et qui en faisant cela a oublié ce que c'était que l'humain, ce que c'était en remplaçant l'humain par l'unité, en remplaçant le politique par le managérial. C'est possible. Il y a une forme de comment dire, façon de se vautrer dans la facilité à partir du moment où on ne voit plus de menaces à horizon humain. Encore une fois, je ne sais pas si c'est conscient et je ne sais pas comment nous on aurait réagi. Mais ce sont des gens qui ont touché les dividendes de siècles qui les ont précédés, dans lesquels la vie était très dure et les gens méritaient des privilèges parce qu'ils les avaient acquis sur le champ de bataille ou à la sueur de leur front, etc. Et cette génération-là a bénéficié de ces privilèges en allant rien faire de 9h à 17h devant un ordinateur, à cliquer sur envoyer recevoir jusqu'à ce que la mort vienne les chercher. Et forcément, il y a une rupture. Voilà. Et d'ailleurs, symboliquement, ce qui est assez intéressant de constater, c'est que la génération qui nous suit, la jeune génération, on appelle bien davantage à la figure du grand-père qu'à la figure du père. Il y a très peu d'appel à la figure du père, qui est une figure généralement faillie. D'ailleurs, vous voyez comment les figures de pères de famille sont traitées dans les fictions. Ce sont toujours des losers qui ont des jobs du tertiaire impossibles. Voilà, des losers qui peuvent être d'ailleurs des winners dans la vie de la société, mais qui sont d'être losers en tant que père. Oui, c'est ça. Ce sont toujours des gens qui ont failli. Voilà. On est très dur et je tiens à faire une petite précision tout de suite parce qu'on a eu beaucoup de réactions déjà quand on attaquait les boomers entre guillemets. On ne stigmatise pas les boomers, bien sûr. Voilà, il y a, et je pense que d'ailleurs ceux qui nous écoutent ne sont pas de cette généralisation-là. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont lutté et qui ont d'ailleurs peut-être perdu des boulots pour et qui ont transmis la flamme bien sûr. Et c'est sûrement la raison pour laquelle vous êtes là ici. Et il y a plein de boomers qui sont évoqués dans l'ouvrage. Et oui, en plus, En fait, la génération. Il y a eu des résistants. Oui, la génération des boomers elle-même considère que les boomers ont enterré la France quand vous discutez avec eux. C'est notre famille de pensée. Oui, mais c'est pour ça que c'était bien de le préciser. Alors, dirigeons-nous vers la jeunesse. Aujourd'hui, quand vous vous adressez à eux, justement, vous voyez que ce genre d'articles, de lecture, de façon de s'exprimer avec eux, enfin d'échanger avec eux, leur apporte. Et est-ce que finalement, vous avez de l'espoir dans cette nouvelle génération? L'espoir, oui, beaucoup. Je pense que c'est très facile et c'est bon, peut-être que c'est un truc récurrent, mais je pense que c'est très facile de dire que la jeunesse c'est plus comme avant, que les gens croient plus en rien, qu'aujourd'hui machin ça. Je pense que c'est complètement faux et à chaque fois qu'on a eu besoin de la jeunesse, on a su la trouver. Les gens sont ni meilleurs ni pires que la nature humaine telle qu'elle a toujours été. Et il y a quand même les réseaux sociaux, il y a quand même le numérique qui est en train de détruire les cerveaux progressivement. Hein. Ouais, moi, c'est vrai, quand on voit le nombre de téléphones portables qui sont même mis en veilleuse pour les enfants au-dessus du berceau. Peut-être qu'on a eu l'illusion provisoirement entre le début de la Troisième République et la fin des 30 Glorieuses qu'on pouvait rendre toute une classe d'âge intelligente aussi. Et peut-être qu'on revient brutalement à la réalité. Oui, donc vous avez fait le deuil d'une partie de la jeunesse, parce que de toute façon, voilà. Je pense qu'il y a toujours quelque chose d'un peu terrifiant dans un projet éducatif de masse. Alors, tant que ça marche, c'est très bien. Ça donne les hussards noirs, ça donne des gens comme Pompidou, petit-fils de paysans, fils d'instituteurs, etc., président de la République. Je pense que malgré tout, ça reste marginal, qu'il faut qu'on fasse le deuil de l'éducation d'une classe d'âge tout entière. Voilà. Par ailleurs, la population n'est plus tout à fait la même que lorsque les gens réussissaient mieux. C'est un débat qui nous emmènerait un peu plus loin.
Non, mais c'est intéressant également, justement, peut-être que c'est aussi ça qui fait le réveil d'une forme de jeunesse. C'est le fait de se sentir désormais plus ou moins minoritaire. Le majoritaire est dans son confort, en fait. Il n'a pas d'action à faire pour revendiquer son identité. Désormais, le fait de se sentir en danger fait que peut-être cette nouvelle génération est plus en éveil. Et d'ailleurs, on voit, même quand on parle de religion, beaucoup de religions aujourd'hui tendent vers une orthodoxie, pour ne pas dire plus, mais du côté catholique également. On voit un retour aux messes traditionnelles, par exemple. Mais alors, moi, la question que je reviens vers vous, Remède Saint-Séran, concernant cet espoir en la jeunesse. Vous l'avez aussi, vous? Oui, bien sûr, je le partage. Comme me disait Arnaud, il n'y a rien de pire que de s'imaginer que la génération suivante est foutue. Vous parliez des réseaux sociaux. Je pense que nos parents s'inquiétaient aussi pour les jeux vidéo. Alors, les jeux vidéo ont fait effectivement quelques débiles. Il n'y a pas autre mot. Les réseaux sociaux feront quelques débiles. Et puis, mais c'est pas, je parle pas seulement des réseaux sociaux, je parle de la prééminence de l'écran partout. C'est-à-dire que malheureusement, aujourd'hui, on met entre les mains des enfants, même si la famille est contre, entre les mains des enfants, on met des écrans à l'école. Mais ils en ont le soir, ils en ont tout le temps. Je pense que pas toutes les écoles. Mais pas toutes les écoles, pas tous les enfants. Sortie de lycée ou de collège, ils sont tous comme ça. Ils traversent. Oui, mais en fait, chaque génération est confrontée à ses propres combats. À ses démons, à ses propres combats. Nous, on avait le sujet des jeux vidéo où nos parents, ça va paraître anecdotique, mais moi, ma maman était horrifiée à l'idée que des gens puissent avoir des baskets à l'école. C'était horrifiant. Maintenant, ils ont tout. Ils ont les jeux vidéo, les baskets et le téléphone. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que des jeunes générations ont grandi avec des baskets et avec des jeux vidéo et ne sont pas devenus pour autant des veaux débiles mentaux. Je pense que chaque génération. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça sent le vécu. Moi, j'ai souffert de ne pas avoir de basket avant l'âge de 16 ans, mais c'est un autre sujet. Mais non, je pense que chaque génération est confrontée à ses propres combats. C'est sûr que les écrans, les réseaux sociaux seront un combat pour cette génération, mais l'est aussi pour le nôtre. On a aussi un sujet avec gérer notre consommation d'écrans et de réseaux sociaux. Après, si on arrive à considérer que ce ne sont que des outils et qu'on peut aussi en tirer du bon, voire du très bon, au contraire, on garde la main sur l'outil. L'outil n'est pas le danger, c'est la façon dont on l'utilise qui est le problème. Le problème, c'est quand l'outil rattrape l'homme. Là, ça devient dangereux. Mais c'est à l'homme de poser ses propres limites, évidemment. Alors, question que je voulais vous poser pour conclure, Arnaud Flérac et Remède Saint-Séran, concernant justement cette jeunesse, futur français, quel est le message que vous souhaitez leur donner aujourd'hui? Et autre chose que je trouve particulièrement intéressant dans votre livre, finalement, et qui va très bien dans ce que je dis depuis le début, c'est moi, je commence à être fatiguée, pour tout vous dire, de tous les articles sur le wokisme. Déliquescence de la société. Et enfin, vous apportez autre chose. C'est-à-dire qu'au lieu de critiquer le wokisme, vous apportez du contenu. Est-ce que c'est pas peut-être aussi une erreur, mais une erreur de la droite, dont on parlait tout à l'heure, de brandir le wokisme comme le pire de tous les maux, mais de ne rien apporter en réponse? Je pense que ça a toujours été comme ça. Le wokisme, c'est le nouveau camp du mal qu'on critique. Avant, il y avait le communisme, avant il y avait encore autre chose, peut-être la République, la franc-maçonnerie, j'en sais rien. Il y a la tentation de la part de la droite au sens large, encore une fois, si tant est que cette catégorie soit pertinente. Parce que là, ça peut être la droite Figaro, donc c'est très large. Oui, voilà, la droite Figaro, bon, ok. Mais il y a une tentation de la part du camp réactionnaire, pour le dire facilement, de critiquer parce qu'on est dans la nostalgie. Et il y a une tentation narcotique de se réfugier dans la façon dont ça s'est passé avant, parce que c'était mieux avant, parce que les gens étaient mieux élevés, parce qu'on écoutait plus de bonne musique, on lisait plus de livres, etc. Et puis c'était mieux avant. Et donc, oui, on critique le wokisme et on échoue parfois à produire du contenu, donc c'est pour ça qu'on le fait nous. Tout à fait, c'est vraiment une réponse. Et puis il y a quelque chose qui nous, dans notre famille de pensée, nous différencie des progressistes. C'est qu'on est un camp de l'incarnation, je l'ai dit, et donc on peut pas se contenter de discours, on peut pas se contenter de posture. Il y a une nécessité pour le dire avec le vocabulaire des coachs de vie, il y a une nécessité d'être aligné, d'être cohérent, voilà, d'incarner ce qu'on prône. On peut pas, je le dis dans le livre, on peut pas dire oui, ce serait formidable d'avoir une famille à la Ingalls, c'est d'avoir des enfants qui ont des tresses, qui vivent dans des champs de blé. Si on vit dans un 2 pièces célib avec des plats réchauffés, un chat et Netflix, c'est pas possible. Voilà. Il faut incarner.
Je complète quand même ce que dit Arnaud sur la question du wokisme. C'est un sujet qui est beaucoup abordé par des gens qui ont 15 ans de moins que nous, des Nora Bussini, Pierre Valentin, Samuel Fitoussi ou Sylvie Pérez qui ont écrit dessus, que vous avez peut-être reçu ces derniers temps. Et c'est intéressant de voir que justement, c'est quand même cette jeune génération de 25-30 ans qui prend le sujet à pleine main, qui le dénonce. C'est quelque chose qui n'existait pas forcément à notre génération, d'avoir des jeunes qui viennent directement parler des sujets, attaquer les sujets de front qui touchent leur génération. C'est vrai que nous, on a 40 ans sans le dire, et c'est peut-être des sujets qui nous concernent moins, qu'on regarde de plus loin, le wokisme. Donc je complète un petit peu la position d'Arnaud par oui, mais justement, c'est vrai que on a vu une petite quinzaine de livres. Je dois avoir une quinzaine de livres sur le wokisme sur mon bureau. Donc c'est un sujet qu'on aborde, qu'on réaborde. Donc je pense que c'est une bonne chose que ça soit abordé de front par des gens de notre camp au sens large. C'est toujours la même chose en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que de dénoncer c'est très bien, mais si on n'a rien à apporter en échange, c'est l'appel du vide. On aura d'autres assaillants, mais c'est pour ça, je sais bien. C'est pour ça qu'il faut lire Éducation minimum et l'acheter par millions. Merci d'avance. Et l'offrir à Noël. Mais tout à fait, c'est un très bon cadeau de Noël pour les jeunes de votre famille. Alors attendez, sur quelle caméra je suis là? Mon réalisateur ok. C'est pour ça que je parle de ce sujet avec vous, justement, parce que je pense clairement qu'on a trop tendance à dénoncer l'ennemi et à ne pas nourrir notre propre camp, entre guillemets. Et puis, par ailleurs, c'est trop d'honneur qu'on leur fait, en fait, quand vous allez dans le détail de ce que ces gens proposent. C'est de la merde. Non, il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Oui, ça tient pas la route de Il n'y a rien dedans. Intellectuellement, c'est une pauvreté incroyable. C'est ce que la gauche sait faire de mieux, c'est-à-dire de la prétention avec du vide. Et il n'y a absolument aucun cadeau à leur faire. Donc en fait, ça sert à rien de les dénoncer. C'est une idéologie qui va s'effondrer sur elle-même. La question, c'est combien de victimes elle aura fait d'ici là. C'est ça. C'est ça. Et c'est vrai que nous, dans le combat culturel, on a choisi d'aller chercher finalement d'ouvrir des portes et des fenêtres. On ne demande pas aux gens de s'habiller comme Arsène Lupin ou de connaître l'intégrale de Roger Nimier pour être des vrais Français complètement construits. Il vaut mieux faire l'inverse. S'habiller comme Roger Nimier et connaître l'intégrale d'Arsène Lupin. Il a raison. Non mais voilà, l'idée c'est plus, il y a plusieurs personnes qui nous ont inspirés, qui ont exprimé leur génie propre dans des contextes particuliers, et on incite le lecteur à lui-même aller chercher sous l'aune de ces exemples, son propre génie, et d'aller à son tour, parce que ça sera la recommandation qu'on fait au lecteur, se mettre en action. Oui, c'est pour ça, pour conclure, que je suis très heureuse de vous recevoir, et très heureuse en effet de vous recommander à vous tous, chers auditeurs, ce livre, Éducation minimum, aux éditions Magnus, puisque, comme on l'a dit, le wokisme, finalement, en fait, ce livre-là, comme tous les autres, dans le même style, dresse, véritablement une forteresse autour de ce que nous sommes, autour de notre identité, et nous permet de lutter contre les différents mots. Mais les mots vont changer, les assaillants vont changer, et ça suffit pas de s'attarder sur le wokisme. C'est l'appel du vide, en fait. Donc, tant qu'on aura une forteresse vide sans mur, eh bien, on sera attaqué de toutes parts. Donc, commençons par savoir qui nous sommes, et c'est la réponse qu'apporte ce livre. Merci, et avec humour, c'est très important. Merci. Et même un petit peu de joie, on va le dire, et de profondeur, je l'ai dit, évidemment, et d'espérance, tout à fait, c'est un mot fondamental. Merci en tout cas à vous deux pour ce livre et pour ce que vous défendez. Arnaud Florac, je rappelle que vous êtes chroniqueur à Boulevard Voltaire, La Furiale Incorrecte, et Romée de Saint-Céran, dessinateur de presse, également pour La Furiale Incorrecte, Conflit, et Les Croquis Sartorio, que je ne connais pas. Mais on va s'abonner, exactement. Aux éditions Magnus, ce livre, je le rappelle. Merci à vous deux en tout cas. Merci.